guillemets, très éloignés de l'emploi à redevenir, à travailler et à retrouver un emploi durable. Donc en fait, on a un flux de personnes qui rentrent dans notre structure et qui vont rester au maximum 2 ans. Donc 2 ans, c'est beaucoup, mais souvent c'est pas assez d'ailleurs pour revenir. Enfin, ils font une partie du chemin, ils font pas toujours tout le chemin pour reprendre une vie de travail normale. Donc atelier chantier d'insertion, et le support de cet atelier chantier d'insertion, c'est le maraîchage biologique. Alors là, maraîchage biologique, donc c'est une ferme, c'est pas un jardin, école, hein, c'est pas un jardin on le fait visiter, mais on le fait visiter de façon, comme une entreprise. C'est une grosse exploitation maraîchère, donc il y a une quarantaine de personnes en permanence, de jardiniers en parcours d'insertion, et qui sont accompagnés on a une équipe de salariés. Il y a une dizaine de salariés qui font en même temps de l'accompagnement technique, de l'accompagnement à la production maraîchère et de l'accompagnement social. C'est-à-dire pour une petite entreprise au total 50 personnes, il y a une assistante sociale. Donc une assistante sociale, en général, dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé autrefois, il y avait une assistante sociale pour 3000 personnes, et encore maintenant il n'y en a plus. Donc il y a une assistante sociale, et il y a une personne qui est plus chargée de préparer le projet professionnel de ces jardiniers en parcours d'insertion. Donc là vous avez l'équipe. Alors, on aime bien se prendre en photo, voilà. On aime bien se prendre en photo d'équipe, et là c'est les jardiniers qui reviennent, donc qui longent la serre et qui reviennent au bâtiment agricole. Donc oui, on peut. Après c'est que des photos, hein. Voilà. Donc alors je tiens à revenir sur Laudato Si, ça c'est très personnel. C'est qu'en fait, moi je suis une catholique un peu loin de l'église, un peu loin de la pratique. Mais le jour où on m'a fait lire Laudato Si, j'ai eu un choc. Je me suis dit, ça commence à redevenir intéressant, l'Église catholique. et ça, c'était en 2015. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'avais fait une grande fête de famille. J'ai une famille très très nombreuse. J'avais fait une grande fête. J'avais invité des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Et j'ai 2 tantes qui étaient sœurs d'ailleurs, qui ne s'étaient pas concertées. Elles sont toutes les 2 arrivées avec un exemplaire de Laudato Si. Donc je me suis retrouvée avec mes 2 exemplaires. Je me dis, ça c'est intéressant, c'est bien. On va y aller. Et j'y suis allée en rencontrant donc les jardins de Cocagne et en m'investissant dans cette association. Donc la première chose, effectivement, c'est prendre soin de l'humain. Donc notre vocation première, c'est effectivement faire cet accompagnement professionnel, et puis une mise en œuvre au quotidien de l'écologie. J'en parlerai un petit peu, puisque effectivement on produit avec ces règles du label d'agriculture biologique, alors qui n'est pas toujours suffisant, mais qui est déjà pour le faire, c'est déjà dur quelquefois, hein. Quand on a des champs qui sont ravagés par les lapins, etc. Parce qu'on n'a pas mis assez de protection naturelle. Et puis c'est une association de terrain qui est dynamique et qui fait changer les gens, qui fait changer aussi bien les travailleurs qui arrivent dans leur parcours d'insertion professionnelle, qui fait changer beaucoup aussi les salariés qui travaillent là. Tous nos salariés, ce sont des gens qui sont en reconversion. C'est des jeunes, hein. Moi je suis une ancêtre, mais les jeunes salariés qui ont entre 30 et 40 ans, ils ont tous eu une vie d'avant, et ils ont une vie maintenant dans ce jardin. Ils ont changé d'orientation professionnelle et ils vivent, ils veulent rester. Et ça fait changer aussi, bien sûr, les adhérents qu'on amène, puisqu'on est une association avec des adhérents. Les adhérents s'engagent à venir chercher leur panier de légumes toutes les semaines. On a un
un adhérent dans la salle, c'est François, qui est un adhérent fidèle de la première heure. Il s'engage, et madame, pardon, oui, je vous avais pas reconnu, et qui s'engage à venir donc chercher leur panier de légumes. Et on ne fait pas que fournir un panier de légumes, on fait des opérations de porte ouverte, on fait des opérations des chantiers participatifs, on va planter des haies, on va récolter des courges, on va planter des oignons, etc. Donc on essaye d'avoir des moments d'échange sur ce que c'est que manger bio, sur ce que ça fait changer dans la vie de tous les jours, et puis aussi sur l'insertion professionnelle. C'est vrai que venir faire un atelier participatif avec les jardiniers qui sont en parcours d'insertion, on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quotidiennement. C'est important. Voilà. Regarder un peu pour les questions. Oui, on laisse. Voilà, j'ai plein de. On va s'autoriser, je pense, un petit peu de retard parce qu'on a commencé en retard, mais la conférence étant à 45, il faut qu'on ait au moins 5 minutes pour changer de salle. Donc on va prendre un temps de questions. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que ce modèle d'agriculture, que ce soit des jardins de cocagne ou des AMAP, c'est extrêmement sécurisant pour les agriculteurs, parce que les agriculteurs ont des contrats. Donc ils savent qu'ils vont devoir produire dans les semaines, dans les mois qui viennent, tant de légumes parce qu'ils sont déjà pré-vendus. Ça veut dire qu'ils ont touché le chèque, forcément. Donc ils n'ont pas l'acheteur de Carrefour qui le matin leur dit tes tomates là, je te les prends à moins 50%, sinon tu les mets à la benne. Je caricature un peu. Mais voilà, donc c'est très sécurisant pour eux et ils sont payés au juste prix. Juste une précision, toute la production est vendue aux adhérents qui viennent chercher. Absolument. Il n'y a rien qui est vendu Alors on vend, si, au moment on a les tomates, c'est difficile parce qu'il y en a toujours plus que ce qu'on a prévu. Voilà, donc il nous arrive de vendre des tomates à Rungis, hein, ça arrive, mais on essaye d'abord, avant de les vendre à Rungis, on va les transformer, on va faire des coulis, des sauces tomates, etc. Donc on aura des tomates toute l'année, on aura les tomates de saison, elles n'arrivent malheureusement que fin juin. Donc les gens sont très... alors il n'y a pas de tomates, il y en a partout sauf chez vous. Ben non, ils ne sont pas encore là. Mais ensuite, effectivement, on a les tomates en conserve. Et puis on essaye effectivement de rien jeter, quoi. On avait fait un moment, on avait fait un étal, les gens venaient au jardin, et puis il y avait un étal de ce qu'on appelait les légumes moches ou les légumes, etc., qu'on vendait à prix cassé, et ça partait très bien. Et on était très contents de voir qu'effectivement tout partait. Voilà. Et là, la prochaine étape, pour ne pas jeter, c'est parce qu'il y a tout de même des légumes, quand ils sont abîmés, ils sont abîmés. Quoi. Donc la prochaine étape, c'est d'installer des poules pondeuses. Les poules pondeuses vont picorer les restes de l'exploitation. Voilà. Donc non, on vend tout. Et c'est toujours, alors là on donne que l'aspect un peu sympathique de la production, mais c'est toujours un peu difficile justement d'adapter la production au nombre d'adhérents, de ne pas avoir trop d'adhérents et d'être obligé d'aller acheter des légumes, ce qui serait un peu bête. Voilà. Et de pas en avoir trop. Voilà. Donc non, on vend tout en direct. Le principe, c'est de la vente directe. Alors direct ou via des AMAP, mais c'est pareil. Pour nous, une AMAP, c'est un adhérent. Quoi. Légumes cueillis le mercredi et mangés le jeudi. Oui, légumes, oui, alors en plus c'est hyper frais. Tout est frais. Quoi. Tout est frais. Est-ce qu'il y a aussi des questions? Ouais, j'ai une petite question. J'ai bien entendu les changements des habitudes, les changements, c'est vers un monde écologique. Mais moi je vois deux sociétés, parce que la société qui peut et celle qui ne peut pas. Parce que je suis dans les domaines du social, je suis travailleur social, donc quand elle parle de tout ça, moi aussi je suis responsable d'une entreprise d'insertion, mais cette fois-ci l'outil c'est les bâtiments, donc la maçonnerie et la peinture, là c'est le jardin. Mais ce que je constate, peut-être qu'il y aura toujours
une partie de la société qui ne peut pas, parce que ça, c'est aussi une question financière. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y en a ceux qui peuvent, ceux qui le peuvent, et ceux qui ne le peuvent pas. Donc moi je vois deux sociétés là qui se créent. Comment on fait pour celles qui ne peuvent pas? Alors, je pense qu'on... Pour moi, un des grands enjeux, et ça rejoint, il me semble, en partie ce que tu disais, Martin, tout à l'heure, c'est on a besoin de politiques publiques qui permettent, et on pourrait, en fait, c'est vraiment une question de volonté politique, on pourrait aujourd'hui avoir des politiques ambitieuses qui permettent que les personnes les moins aisées puissent changer de voiture, acheter une voiture électrique aujourd'hui, et la rembourser petit à petit dans les années qui viennent, mais sans que ça leur coûte plus cher que leur voiture actuelle, parce que quand on a une voiture électrique, ça coûte beaucoup moins cher de mettre de l'électricité dedans que par rapport à l'essence. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à... Enfin, voilà, les responsables politiques n'ont pas souhaité le faire, mais ça serait possible. Et il y a des projets, par exemple, de sécurité sociale de l'alimentation qui pourraient permettre à tous, et surtout à tous, y compris les personnes les moins aisées, d'acheter de l'alimentation de qualité et notamment bio, et ça commence à se mettre en place localement dans certaines communes, mais pareil, ça pourrait être généralisé, c'est une question de volonté politique. Il y aurait d'autres réponses, mais un des éléments moi qui me paraît très important, c'est celui-là. Pour préciser, parce que tout le monde ne connaît pas la sécurité sociale de l'alimentation, le principe. Je ne serais pas capable d'expliquer exactement ce que c'est, mais c'est un peu comme la sécurité sociale, un principe de pot commun où chacun paye en fonction de ses moyens, et ensuite on se retrouve avec une carte, un peu une sorte de carte ticket resto qui permet d'aller faire ses courses, mais pas n'importe où, plutôt dans des lieux où l'alimentation est de qualité, bio, locale. Ça existe à Antony, il y a une association qui a créé une épicerie ouverte à tous, c'est-à-dire que, à la différence des épiceries sociales où ne viennent que des bénéficiaires, là, tout le monde est client à part entière, et ceux qui ont une protection sociale, qui ne peuvent pas payer le prix, à la caisse, personne ne s'en aperçoit, ils ont un tarif particulier, ils ne payent que 10% de leur panier, et ils peuvent avoir des... Alors, c'est une épicerie bio, et je ne me rappelle plus du nom, mais vous devez les connaître. Alors, celle d'Antony, non. La petite échoppe à Antony. Non, on ne la connaît pas. Parce que c'est un monsieur qui... Mais il y a pas mal d'initiatives comme ça. Oui, voilà. Et au-delà des... Alors, il y a des initiatives effectivement portées par des associations, mais au-delà des initiatives, on va dire, locales, c'est sûr que nous, au niveau des jardins de Cocagne, on porte un plaidoyer sur l'alimentation et on essaye effectivement de faire en sorte que cet accès à l'agriculture biologique soit permis au plus grand monde. C'est 12 €, on a un panier énorme. Alors, je dirais, oui, et on s'est rendu compte effectivement, parce qu'à un moment on nous a expliqué non, le bio c'est beaucoup plus cher, donc on a fait un petit sondage local, vraiment un petit sondage local, on a envoyé nos bénévoles voir chez Carrefour, chez Auchan, etc. Et pour voir qu'en fait nos prix n'étaient pas beaucoup plus élevés, c'était pas les prix les moins chers, c'est sûr, c'était pas les prix d'appel de la grande distribution, mais on n'était pas plus cher. Voilà. Et puis on fait cet accompagnement, c'est-à-dire que quand on met en place le bac de légumes pour la soupe, ça diminue, c'est sûr qu'on a vu nos additions, le montant des additions a baissé, mais on était content. Enfin, voilà, c'est pas... Peut-être Martin pour le réagir. Martin peut-être. Non, mais c'était... deux éléments. Un, à qui est-ce qu'on parle de changement individuel? Oui. Et alors, encore une fois, selon l'étude du cabinet Carbone 4, en moyenne, une personne peut faire diminuer de 25 à 45% son empreinte carbone, mais ça c'est en moyenne, parce qu'en vrai, moi j'ai fait des formations avec des personnes bien argentées qui ont faisait l'empreinte écologique était à 6 planètes Terre, là où le français moyen est à 3. Cette personne-là, sans changement systémique, par pur choix individuel, et en plus parce qu'ils ont les moyens de faire une rénovation de leur appart ou d'habiter dans le plus petit ou de changer de voiture, etc., peuvent faire du facteur moins 80% de leur empreinte carbone. Et il y aurait un enjeu, alors je ne sais pas comment concrètement, matériellement ça se matérialiserait, mais parler de sobriété heureuse, ça serait d'abord aux plus aisés et aux plus riches, en sachant
autre pendant de la chose que moi, quand de temps en temps, à travers Green Faith, y compris, on est en discussion avec des collectifs de quartiers populaires, ils disent sobriété heureuse, je veux surtout pas entendre cette formule. Parce que nous, on est dans une sobriété subie. Et c'est insupportable dans une société de consommation d'être dans une position constante d'incapacité à accéder à tel et tel produit, d'être d'abord dans un sentiment de frustration et de non-participation à la société, et tu viens avec un discours de la sobriété heureuse. Je veux pas de ton discours. Ça, c'est un discours de classe moyenne ou classe aisée qui veut parler de sobriété. Et donc, ils disent non, parler d'une vie digne et bonne, et nous avons le droit aussi à l'accès à un certain confort. Alors, moi, théologien de classe moyenne, blanc chrétien, quand j'entends le mot confort, je dis côté écologique, on a plutôt tendance non pas à dire qu'il faut être dans l'inconfort, mais de dire on est dans une société tellement du confort qu'en fait elle dépasse les limites écologiques. Mais inversement, quand tu entends et tu prends au sérieux ce qu'on te dit dans des collectifs en quartier populaire, c'est non mais en fait nous on a aussi le droit à. Et donc il y a un enjeu d'avoir un discours, il doit avoir un discours pluriel, avoir des auditoires pluriels et à choisir. Bon, j'invente un cas qui n'existe pas, mais je suis invité le même soir dans 2 paroisses, je vais aller dans la paroisse riche. Parce que c'est d'abord, et c'est là où, moi comme théologien, je résiste à cette idée, je la comprends, hein, option théologique préférentielle pour les pauvres. Non. Discours éco-théologique préférentiel pour les riches. Il y a à cet endroit quelque chose, un appel particulier à faire, et je note parce que en fraternité œcuménique, en sororité ou adelphité œcuménique, Anne me disait dans la messe pour la création qui a été publiée, ou je ne sais pas quel est le terme exact, adopté au sein de l'Église catholique, l'ouverture, le texte biblique qui ouvre... le début de l'Évangile. Voilà, le début de l'Évangile, c'est Matthieu 6, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et il y a un enjeu ici, là, non seulement de politisation, mais derrière la politisation, d'économicisation de notre discours sur la sobriété heureuse ou sur le changement individuel qui appelle avant tout les personnes les plus aisées, les plus fortunées, et pas dans un esprit de culpabilisation, c'est ça où il faut faire gaffe, mais de dire, non, voyez-le positivement, vous avez du pouvoir, oui, vous avez un impact bien plus important, mais voyez-le dans un sens, vous avez une capacité d'action d'autant plus importante, et donc en fait, ça peut être vu comme une opportunité ou une chance, mais aussi une responsabilité accrue. Mais pourquoi des... Parce qu'on a le temps pour encore une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On peut continuer après, vous voulez. Et après, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Peut-être une, ouais. Sur l'échelle des valeurs, on a souvent tendance à dire que si on part à l'autre bout de la planète en avion, on est heureux et on montre qu'on est riche, etc. On a un autre discours qui arrive en ce moment, et j'aimerais bien vous entendre dessus, sur déplacer l'échelle des valeurs du plaisir. C'est-à-dire se faire plaisir, c'est aller chercher son pain à vélo, c'est aller au boulot à vélo tous les jours, et on peut y trouver du plaisir. Et voilà, ça me semble intéressant d'échanger dessus. Moi, je peux juste témoigner à titre de manière personnelle. Je pense pas que j'aurais de discours à faire sur ce sujet-là, mais en tout cas, personnellement, c'est vraiment ce que je vis. Moi, je prends le vélo parce que j'ai aussi pour des raisons écologiques, mais au départ parce que c'est agréable et pratique. C'est ce qui me permet d'aller plus vite d'un point A à un point B, et je suis tellement mieux sur mon vélo que dans le métro. Sauf quand il pleut des corps, mais et pareil pour le voyage, moi ça me fait bien plus plaisir d'aller dans un joli endroit en France en train que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Ça permet pas de... voilà, en tout cas je constate avec mon cas personnel que c'est possible de trouver son bonheur dans des manières de vivre qui par ailleurs sont compatibles avec le fait de prendre soin de notre maison commune, de préserver l'habitabilité de la terre. Après j'ai pas forcément de clé sur comment progresser collectivement dans cette conscience-là. Voilà. Je me réjouis quand j'entends parler, je sais pas trop si, je crains que ça avance pas très vite, mais j'entends parfois parler d'efforts dans le monde des œuvres de cinéma ou des séries, le fait de commencer à faire petit à petit changer notre culture, notre image de ce qui nous rend heureux aussi par ce qu'on nous montre par à la télé ou au cinéma, ça me paraît très important. On va continuer à être complémentaires. C'est-à-dire, oui, et il y a des fois où prendre les vélos dans une rue qui n'est pas sécurisée, où les voitures passent à toute blinde, je pense à l'avenue des Vosges à Strasbourg, qui n'est pas... Dieu sait que Strasbourg, sur le cyclisme, on est très bien et on est hyper gâtés. Mais je pense à l'avenue des Vosges, qui est un vrai enjeu, où en fait, prenez le vélo à cet endroit, vous avez peur. Et si vous avez un enfant, vous ne le mettez pas sur le vélo sur l'avenue des Vosges.
Et donc ça peut être un plaisir, il y a y compris un rôle du politique et de la structure à faire que ça puisse devenir un plaisir, sécurisé, avec un petit muret là où passent les voitures, comme ça je sais que je suis tranquille dans ma voie de vélo, etc. Donc il y a une condition politique à ce que l'expérience puisse être un plaisir effectivement. Et inversement, c'est trouver des plaisirs locaux, par exemple, si vous prenez celui de l'avion, tout en disant en honnêteté qu'il y a de la perte de plaisirs différents qui sont par contre accessibles au loin. Moi j'ai chez moi dans mes toilettes je sais pas que je vais vous emmener dans les toilettes, mais un poster avec une citation de Christian Bobin qui dit voilà, il y a autant de beauté au fond du jardin qu'à l'autre bout du monde. Bah pardon, c'est pas tout à fait vrai. Moi j'ai plongé sur les barrières de corail en Thaïlande, c'était avant ma... Et alors Dieu sait que j'aime mes Vosges du Nord. Mais la plongée au-dessus d'une barrière de corail en Thaïlande, les gens qui l'ont vécu, vous leur dites que c'est pareil dans le fond du jardin, c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Et donc, il faut apprendre des nouveaux plaisirs ou dire qu'il y en a aussi, tout en étant dans une honnêteté. Pardon ? Oui, on n'est pas d'accord. Oui, vous avez le droit de pas être d'accord. Oui, parce que regarde la fleur de la passion, par exemple. Là, tu contemples et moi, c'est comme si je décollais en avion et que je survolais la barrière de corail, pareil. Pour moi, voilà. Je n'invalide pas votre expérience, oui. Simplement mon expérience, oui. C'est, je suis désolé pour moi, j'ai un requin autour du cou, moi je suis passionné de requins, ma première volonté c'était de devenir éthologue, biologiste marin, spécialiste des requins. Il y a une beauté de l'océan et il y a des beautés inaccessibles aussi ici. Et si les gens prennent par masse entière l'avion pour aller voir des choses, alors oui, il y a du tourisme dégueulasse, etc., mais il est vrai aussi qu'il y a des choses qui sont ailleurs, qui ne sont pas ici. Et là où je rejoins la chose, c'est de dire, donc il y a y compris, je résiste à l'idée de dire que c'est simple parce qu'il y a des plaisirs locaux. Non, il y a aussi se dire, ok, je me ferme ces autres expériences-là et je l'assume. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un renoncement et d'un deuil qui n'est pas facile. Et moi, je lutte même après 12 ans d'engagement et de mise en cohérence personnelle, je lutte et c'est constamment de me dire non, je ne prends pas l'avion pour... j'ai plongé avec des grands requins blancs en Australie, je rêverais de plonger avec des requins tigres aux Bahamas, je me l'interdis. Mais j'ai plongé dans des gravières en Alsace, je peux vous garantir que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le père évêque ce matin disait que la sobriété heureuse, c'était la croix. C'était la passion. Oui, j'allais conclure là-dessus. Je peux parler dans 30 secondes. Oui, on n'a plus que 5 minutes en fait, pour changer de salle. Donc je pense que je voulais juste vous dire que moi je suis très impliquée dans une asso qui s'appelle Paris en selle, qui fait du plaidoyer pour le vélo, et c'est une joie de l'engagement personnel que j'expérimente, le fait de faire du plaidoyer pour qu'il y ait plus de pistes cyclables, qu'on puisse rouler plus en sécurité, exactement comme ce que tu disais. C'est juste pour dire que j'étais complètement d'accord avec toi, et que je trouve qu'on peut aussi trouver de la joie là-dedans, et je vois aussi la joie des gens dont les quartiers se transforment grâce aux rues, aux écoles, grâce à moins de voitures, etc. Et je trouve ça réjouissant de voir que c'est une des manières de vivre mieux. Moi, quand même, vous avez été coupé, Martin, parce que vous disiez qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du renoncement. J'aimerais bien que vous disiez quelle force... Je vous en mets plus dans le couloir, sinon on va créer de la souffrance. Là.